Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va parler de Planet Hulk, récit signé Greg Pak, Carlo Pagulayan et Aaron Lopresti. En fait, au moment où Panini réédite ce récit dans ses Marvel Poche, je me suis dit que ce serait le bon moment pour en parler. En tout cas, ça a été l'occasion pour moi de ressortir mon exemplaire. Ça, c'est le hardcover américain de 2007, que j'ai donc relu, ce que j'avais pas fait depuis quand même un paquet d'années. Alors, à l'origine, les épisodes de Planet Hulk sont parus dans la série Incredible Hulk, les numéros 92 à 105 de 2006-2007. Pour resituer le contexte, la série sort à ce moment-là d'une période un petit peu difficile. Elle avait obtenu un joli succès critique et commercial entre 2002 et 2004 quand elle a été écrite par Bruce Jones, mais son run va être brusquement écourté sans qu'on sache vraiment ce qui s'est passé. Et le final de cette période, il va être précipité et il va être carrément bâclé. Alors pour remplacer Bruce Jones, on va faire appel un petit peu en catastrophe à Peter David, qui va signer un arc un peu anecdotique, Tempest Fugit, que Panini d'ailleurs a récemment réédité dans sa collection Marvel Must Have, et dont le principal intérêt quand même, c'est d'être dessiné par l'excellent et trop rare Lee Weeks. Peter David va encore rester sur la série pendant 6 mois, et il va signer des épisodes qui, pour l'essentiel, s'intègrent dans le cadre de l'event House of M. Et puis, au numéro 88, qui est daté de janvier 2006, Peter David va être remplacé par Daniel Way, qui va signer un arc en 4 numéros, intitulé Peace in Our Time, et dans lequel Hulk est envoyé dans l'espace par le SHIELD pour réparer un satellite expérimental. Mais ce que ni Hulk ni les lecteurs ne savent à ce moment-là, c'est que ce voyage dans l'espace, c'est un voyage sans retour. Dans le one-shot New Avengers Illuminati, on apprend en fait que les héros qui composent cette espèce de groupe informel, parmi lesquels on trouve Iron Man, Mr. Fantastic, Doctor Strange et Namor, ils ont décidé d'envoyer Hulk dans l'espace. L'idée, en fait, c'est de se débarrasser de Hulk pour s'assurer qu'il ne puisse plus jamais causer de dégâts sur Terre, comme il l'a fait encore récemment à Las Vegas, et pour qu'il puisse mener une vie paisible dans un monde dépourvu de toute vie intelligente. Voilà pour les bases de Planet Hulk, mais en fait, on n'a pas besoin d'avoir lu les épisodes en question, parce que tout ça est résumé dans la première page du premier épisode, et dès la deuxième page, on entre dans le vif du sujet. Avant ça quand même, quelques mots sur les créateurs de ce récit. Alors tout d'abord, le scénariste Greg Pak, qui débarque donc sur la série à l'occasion de ce Planet Hulk. Alors, Greg Pak, il fait ses débuts chez Marvel, et même en fait dans l'univers des comics, à peine un an plus tôt, et il va signer plusieurs mini-séries. Il y aura Phoenix and Song, qui était dessiné par Greg Land, Iron Man House of M, qui lui était dessiné par Pat Lee, et puis 1602 New World, qui est la suite de la mini-série de Neil Gaiman et Andy Kubert. Et puis on lui doit aussi une tentative avortée de lancer une nouvelle série Warlock, avec Charlie Adlard au dessin, mais une série qui sera arrêtée après seulement 4 numéros. Donc tout ça, ça fait un assez maigre palmarès, mais il semble que Marvel et Joe Quesada en particulier, qui était editor-in-chief à l'époque, ils faisaient totalement confiance à Greg Pak.
et ils lui ont même fait signer un contrat d'exclusivité dès 2005. Et surtout, Quesada va lui faire suffisamment confiance pour lui confier une histoire qui va se développer sur plus d'1 an et sur 14 numéros. Une grosse moitié des épisodes de Planet Hulk sera dessinée par Carlo Pagulayan, qui est un artiste philippin qui lui bosse pour Marvel depuis 2002, mais toujours sur des séries de second plan. On va d'abord le voir sur la série Elektra, qui était écrite à l'époque par Greg Rucka, et puis aussi sur les derniers épisodes d'Emma Frost, juste avant que la série soit annulée. L'autre dessinateur de la série, Aaron Lopresti, alors lui, il a quand même nettement plus de bouteilles, ça fait une quinzaine d'années à peu près qu'il bosse dans le milieu, autant chez Marvel que chez DC, ou chez des éditeurs indés. Au début des années 2000, il va travailler plusieurs années sur la série Mystique que publie CrossGen. Et puis en 2004, il revient chez Marvel, où on lui confie la nouvelle série Excalibur, écrite à l'époque par Chris Claremont. Bref, quand ils attaquent Planet Hulk, aucun des trois n'est un créateur particulièrement en vue, et on n'attendait pas forcément d'eux une histoire qui allait marquer autant l'univers Marvel et quand même le personnage de Hulk en particulier. Et pourtant, ils vont réaliser ici de l'excellent boulot. Alors, comme je le disais, tout ce qui précède Planet Hulk et qu'il est utile de savoir, c'est résumé en une page au début du premier épisode. Et donc, dès la page 2, on est plongé dans le vif du sujet. Alors, les Illuminati avaient mis au point un plan pour envoyer Hulk sur un monde sur lequel il n'y aurait aucune forme de vie intelligente. Sauf que, visiblement, il y a eu une couille cosmique dans le potage spatial, parce que la planète sur laquelle Hulk débarque, elle est bel et bien habitée. Et immédiatement, Hulk va se retrouver pris entre deux feux, entre deux groupes qui s'affrontent, sans qu'il ait la possibilité, dans un premier temps, de savoir qui est qui. Et puis, tout aussi vite, Hulk va être capturé, et il va être envoyé dans une arène, où il va devoir participer à des sortes de jeux du cirque. Et à partir de là, c'est parti pour 14 épisodes d'action quasiment non-stop. Et ce premier épisode est vraiment tout à fait représentatif de ce que va être Planet Hulk tout du long. Il s'agit d'un récit ultra rythmé et quand même assez spectaculaire dans ses scènes d'action. Et vraiment, le rythme ne va pas faiblir tout au long de ces 14 épisodes. Mais, alors, on n'est pas non plus dans du pur bourrin. C'est-à-dire que, à travers les différents combats que Hulk va mener au fil du récit, Greg Pak va nous faire découvrir la civilisation extraterrestre dans laquelle Hulk a atterri. Et puis, il va aussi donner vie à toute une galerie de personnages. Du point de vue de l'intrigue globale, en fait, Greg Pak, il est allé chercher l'inspiration du côté d'un classique du cinéma américain, qui était lui-même adapté de l'histoire romaine. C'est Spartacus, le film de 1960, réalisé par Stanley Kubrick. Et puis aussi, il s'est inspiré d'un film beaucoup plus récent, c'est Gladiator de Ridley Scott, avec Russell Crowe et Joaquin Phoenix, un film qui avait remis le vieux genre du péplum au goût du jour. Alors, concrètement, Greg Pak s'inspire énormément de l'histoire de Spartacus, qui est cet ancien esclave devenu gladiateur, et qui va ensuite prendre la tête d'une révolte face au pouvoir romain. Et donc, c'est Hulk qui va reprendre ici le rôle de Spartacus, avec évidemment quelques variations.
Mais eh ben, ça va également énormément inspirer Carlo Pagulayan pour le design des personnages, qui là aussi emprunte directement à la romantique et au péplum pour habiller ses gladiateurs. Alors, ça pourrait paraître totalement farfelu, pour une histoire quand même qui est située à quelques années-lumière de la Terre, et qui en plus met en scène une majorité d'extraterrestres, mais eh ben, concrètement ça fonctionne plutôt bien, et puis eh ben, ça participe à parfaitement identifier le rôle de chacun dès le premier coup d'œil, et tout en posant une ambiance familière à tous les lecteurs. Et puis, dans le même temps, Pagulayan et Lopresti après lui, ils nous immergent en permanence dans un monde qui est quand même fondamentalement étranger, qui est peuplé de créatures plus ou moins monstrueuses et aliens, et où même la faune et la flore sont également très différentes de celles qui nous sont familières. Et de fait, tout ça se mélange remarquablement bien pour faire de ce monde un endroit singulier et exotique. Alors, autour de Hulk, Greg Pak va donc développer toute une galerie de personnages qui vont l'accompagner dans ses combats. Alors, les extraterrestres, c'est pas ça qui manque dans l'univers Marvel, et Greg Pak va pouvoir aller puiser directement dans ce vivier pour réunir son casting. Et on a par exemple Korg qui lui est un Kronan. Alors, à l'origine, les Kronan, en fait, c'était des Saturniens. Et alors, c'est eux qui débarquaient dans le tout premier épisode de Thor, dans Journey into Mystery, numéro 83 en 1962. Et c'est eux qui poursuivaient le docteur Donald Blake, ce qui allait l'amener à découvrir une grotte dans laquelle se trouvait le marteau de Thor. Alors on va également retrouver ici un Brood qui est isolé de son collectif et qui du coup va devenir un allié un petit peu inattendu pour Hulk. Et puis on a également Mick, qui lui est un insectoïde qui est originaire du monde sur lequel Hulk a débarqué, qui s'appelle Sakaar, et Mick qui va tenir vraiment un rôle assez essentiel dans le récit. Parce que les différents personnages qui entourent Hulk, ils sont pas juste là pour faire de la figuration. La plupart vont avoir leur propre intrigue qui va leur être consacrée, et la plupart vont être profondément transformés par ce qu'ils vont vivre. Et très intelligemment, Greg Pak va mettre en avant ces différents personnages à tour de rôle, et leur histoire va à chaque fois s'inscrire de manière très naturelle dans l'histoire plus large que Greg Pak raconte. Et puis ça va également participer à donner de la densité à cette histoire. Alors, je ne vais pas passer en détail tous les personnages qui jouent un rôle dans cette histoire, d'autant plus que y a quand même un ou deux invités surprises que je préfère vous laisser découvrir, mais je vais juste insister sur le soin que porte Greg Pak à développer vraiment chacun d'entre eux. En fait, le personnage le moins intéressant de tous, c'est probablement le grand méchant de cette histoire, l'empereur, qui lui en fait, il se contente d'être un tyran autoritaire et sadique, et qui est juste prêt à absolument tout pour garder le pouvoir et pour écraser ses adversaires. Et là, on a vraiment droit à tous les stéréotypes du type qui détient les pleins pouvoirs et qui a aucun scrupule à les utiliser pour son unique intérêt. Alors, ça en fait pas un personnage particulièrement intéressant, mais disons que dans le rôle du méchant de service, ça va quand même permettre à Greg Pak de pousser tous les curseurs au max
en matière d'action, et puis de dramatiser à outrance les enjeux. Et puis, évidemment, au centre de cette histoire, on a Hulk. Alors c'est une version assez brutale et primaire du personnage, à l'intellect relativement limité, et qui prend essentiellement son plaisir à se friter avec tout ce qui va se mettre en travers de son chemin. Mais c'est avant tout une version du personnage qui est en colère, qui a été trahi par ceux qu'il considérait comme ses amis, et qui va constamment rester sur ses gardes, et qui va faire en permanence preuve d'une grande méfiance vis-à-vis de tout le monde. Et cette version très brute et très primaire du personnage, elle est quand même en décalage assez net avec tout ce qui a été fait autour du personnage les années précédentes. Et avec en particulier le travail de Peter David, qui lui est allé fouiller en profondeur la psyché de Hulk et de Bruce Banner. Et c'est un travail qui a été poursuivi dans une certaine mesure par les scénaristes qui lui ont succédé. Et ici, eh bien, on revient à une caractérisation du personnage qui est nettement plus basique et où la personnalité de Banner est mise de côté quasiment en permanence. Banner, il fera que 2 très brèves apparitions au cours de ce récit. En fait, s'il faut trouver une inspiration à cette histoire dans les aventures antérieures de Hulk, eh ben, il faut plutôt remonter aux années 70 et aux aventures que Hulk avait vécues dans le monde subatomique de Kai, où il avait rencontré le personnage de Jarella, qui sera un des grands amours de sa vie, et qui sera aussi une de ses plus grandes pertes quand elle disparaîtra. Et on renoue avec ces épisodes dans la manière dont Hulk va trouver sa place ici, dans le monde de Sakaar, et puis aussi dans la relation amoureuse qu'il va y développer, et puis surtout dans la manière tragique dont tout ça va se terminer. Et du coup, arrivons-en là à la toute dernière partie de Planète Hulk, qui, de mon point de vue, est quand même c'est la moins satisfaisante de toutes. En fait, concrètement, Planet Hulk va se développer en 3 arcs de 4 épisodes chacun, pour au final aboutir à une situation que je ne vais pas révéler ici, mais qui me semble satisfaisante par rapport à tout ce qui a précédé. Et puis on a un dernier arc en 2 épisodes qui lui va venir renverser le nouveau statu quo atteint au terme du récit, et qui en fait va surtout servir à annoncer et à amorcer le nouvel event Marvel, World War Hulk. Alors, de ce point de vue, cet arc il fonctionne plutôt bien, parce que il va pousser Hulk à revenir sur Terre, et surtout en fait il va lui donner toutes les motivations légitimes pour se venger de ses anciens amis. Le problème, c'est que ça va se faire au détriment de tout ce qui a précédé. En gros, on va rayer en quelques pages tout ce qui a été construit sur 12 épisodes, et surtout, on va le faire de la manière la moins élégante et la moins pertinente qui soit. Alors, je ne sais pas à quel moment de l'écriture de Planet Hulk a été décidé l'event World War Hulk. Alors, évidemment, on se doute bien que Marvel n'avait pas laissé Hulk couler des jours heureux sur Sakaar ad vitam aeternam, genre il vécut heureux et eut beaucoup d'enfants. D'autant moins que, quand même, la tragédie, elle est inscrite dans l'ADN de Hulk. Par nature, c'est un personnage qui ne peut pas connaître de happy end. Et donc oui, le voir tout perdre in fine, c'est pas étonnant, et ça a même du sens dans l'histoire globale du personnage.
Mais dans ce cas précis, ça va quand même se faire vraiment sans une once de finesse, en utilisant en plus un expédient qui est un peu sorti de nulle part, et qui en plus achève de faire passer les Illuminati, qui sont quand même à l'origine de cette histoire, pour des débiles profonds, alors qu'ils sont quand même censés être les plus grands penseurs de l'univers Marvel. Bref, la conclusion de Planet Hulk, elle a quelque chose de profondément insatisfaisant, et surtout elle vient nous rappeler que dans cet univers, aucune histoire, aussi bonne soit-elle, ne peut par nature avoir de fin, et que en fait tout ça n'est que un éternel recommencement et un éternel recyclage. Malgré tout, dans ce cadre très normé, Planet Hulk, ça reste une lecture vraiment intéressante et vraiment enthousiasmante, qui est assez parfaite dans le genre du récit d'action, mais qui n'oublie jamais ses personnages, et surtout qui sait au mieux en tirer parti. Donc, pour tout ça, je conseille vachement de lire ou de relire Planet Hulk. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pourrez aussi, de temps en temps, retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.